Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être présentés en salle. Merci de vous être branchés également sur Zoom. Content de voir que vous êtes nombreux et nombreuses. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Dr. Marois Debal, qui est juriste de formation spécialisée dans le transport aérien et experte en mobilité aérienne avancée. Elle a choisi de nous parler d'aviation civile et de l'agenda 2030 des Nations Unies. L'agenda 2030, vous le savez, c'est ce qui nous rassemble tous depuis plusieurs années maintenant là, autour des travaux de l'Observatoire. Donc, très content aujourd'hui de recevoir une personne que j'ai eu le plaisir de diriger au doctorat il y a presque 2 ans maintenant. Euh, donc, j'ai eu le plaisir de co-diriger avec le professeur Vincent Correa, qui est à l'Université McGill. Donc, écoutez, je vous explique grosso modo le déroulement de notre conférence midi. Donc, nous allons d'abord donner la parole à notre conférencière du jour et suite à cette présentation, il y aura une période de questions. Des questions qui vont venir de l'audience ici présente à l'UQAM, mais aussi ceux et celles qui sont branchés en ligne. Donc, sans plus tarder, je tiens à remercier notre conférencière de sa participation. Puis, bonne conférence à tous et à toutes. Merci. Merci La beaucoup. parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à la salle et la salle virtuelle. Premièrement, merci beaucoup de m'accueillir et puis me donner de l'opportunité de vous présenter la mobilité aérienne avancée. C'est quelque chose de très spécifique. Donc, merci au professeur François Roch, merci au professeur Blaise Pascal. Et effectivement, François Roch était mon directeur de thèse et il m'a suivi jusqu'à ma soutenance en France. Donc, encore profondément reconnaissant. Je vais être reconnaissante toute ma vie pour ça. Ok. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous parler de ça, très exactement. Le développement de la mobilité aérienne avancée à la lumière des objectifs de développement durable. J'ai une question. Est-ce que je peux bouger? Oui. Ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de Ok, souci. super. La caméra va vous suivre. Super. Donc, en fait, la seule chose d'un peu spécifique dans le format dans le format en tout cas que j'ai choisi, c'est de permettre une interaction tout au long de la présentation, si vous me le permettez, ce qui permettra d'avoir une présentation un peu plus dynamique, en tout cas pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de mobilité aérienne avancée. L'acronyme en anglais, souvent, certainement, que je vais beaucoup utiliser, je suis désolée, c'est AAM, Advanced Air Mobility. Okay. Donc, ça, c'est comment on va faire les choses. Premièrement, donc, une introduction très rapide avec des mots-clés, un cadre juridique de l'aéronef. On va parler un peu de l'aéronef, puisque la mobilité aérienne avancée, ce qui constitue en partie la mobilité aérienne avancée, ce nouveau mode de transport, sont des aéronefs. Ensuite, les ODD et le lien avec la mobilité aérienne avancée. Dans une première partie, je vais parler du développement de la mobilité aérienne avancée. Marois, je vous invite peut-être à faire le partage d'écran. Je pense qu'à distance, les gens n'ont pas le partage. Lorsqu'on est sorti pour arranger le problème de son, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, c'est vrai, décidément. Vous voyez que je suis très douée avec la technologie. Bon, il est là. Alors. C'est pareil pour... Regardez, on va juste recommencer. Là, on a eu des problèmes techniques. Je vais refaire la présentation. On va tout relancer. Ça va être plus simple là, il va y avoir moins de montage un petit peu. Je pense que les gens sur Zoom vont nous pardonner la chose. Donc, je vais recommencer votre présentation, puis vous pourrez enchaîner depuis le début. C'est bon? Oui. Allez, je vous en prie. Excellent. Super. Prenez le temps de vous installer, faire le lancement, partage, excellent. OK, donc prise 2. Écoutez, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence midi qui est donnée par la docteure Marois Debal, qui est juriste de formation spécialisée dans le transport aérien et experte en mobilité aérienne avancée. J'ai eu le plaisir de co-diriger les travaux de doctorat de Dr. Debal avec mon collègue Vincent Correa de l'Université McGill. Donc, c'est un grand plaisir pour moi, puis un honneur de recevoir Dr. Debal pour cette conférence midi qui est intitulée Le développement de la mobilité aérienne avancée à la lumière des ODD. Donc, je me permets peut-être de faire un commentaire en lien avec nos anciennes conférences midi. Donc, on a eu plusieurs conférences qui ont touché à des questions environnementales. Donc, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir une conférence qui est davantage liée au transport, la question du transport et notamment du transport aérien. Donc, un grand merci, Marois, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous.
Donc, merci beaucoup de me recevoir et de me donner cette opportunité d'échanger et de partager sur la mobilité aérienne avancée. Donc, merci au professeur François Roch et merci au professeur Blaise Pascal également. Alors, sans plus tarder, donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de la mobilité aérienne avancée. Okay, et la mobilité aérienne avancée, l'acronyme qu'on va souvent utiliser, c'est l'AAM, qui fait référence à Advanced Air Mobility, et je suis désolée, c'est en anglais. Okay, mais je suppose que je vais souvent y faire référence là, dans ces termes-là. Donc, c'est le titre, c'est le développement de la mobilité aérienne avancée à la lumière des objectifs de développement durable. Et concrètement, comment ça va se présenter? C'est que je vais très rapidement faire une introduction dans laquelle je vais vous donner des mots-clés, un contexte, un cadre juridique de l'aéronef, puisque dans la mobilité aérienne avancée, il y a ces nouvelles technologies, l'innovation en tout cas qui va permettre des nouveaux modes de transport aérien. Okay, et ces modes de transport aérien, ce sont des aéronefs. Donc on va devoir un peu s'arrêter sur la notion d'aéronef, la définition d'un aéronef. Ensuite, les définitions et les enjeux, la définition, pardon, les enjeux. Puis, ensuite, on va terminer l'introduction avec les objectifs de développement durable en lien avec l'AAM. Dans une première partie, on va parler de développement, concrètement, du développement de la mobilité aérienne avancée et son cadre juridique qui est très, très, très particulier, si on peut parler de cadre juridique. Donc, et ensuite, on terminera avec l'alignement de la mobilité aérienne avancée avec les ODD, mais à la lumière d'une étude de cas, et j'ai choisi le Québec et la Corée du Sud pour vous parler justement des ODD, de la mobilité aérienne avancée à la lumière des ODD, mais dans deux cas très, très spécifiques et très particuliers. Pourquoi ces deux pays? Pourquoi, oui, en tout cas, ces deux régions, ce sont les régions que je connais le plus. Ce sont les régions auxquelles pardon, je consacre beaucoup, beaucoup de temps et de recherche. Et mon expertise, elle se porte vraiment sur le Québec et l'Asie, avec un focus quand même important sur la Corée du Sud, qui a occupé une grande place aussi dans ma thèse. Okay, donc, on va y aller. Premièrement, là, ce n'est pas des définitions. La définition, elle arrive après. Okay, mais là, je voulais juste partager des mots-clés avec vous, comme, donc, je vous ai parlé, la mobilité aérienne avancée, aéronef, eVTOL, le drone, les corridors aériens intelligents, smart cities, villes intelligentes, réduction des émissions de CO2, désengorgement urbain, désenclavement des régions isolées et acceptabilité sociale. Celui-là, je l'ai mis en gras et je l'ai souligné parce qu'il est extrêmement important dans le cadre du sujet de ce jour-là. Et il est en lien vraiment avec tant les ODD que la mobilité aérienne avancée, que les villes durables, enfin les villes intelligentes et les villes durables. OK? Mobilité aérienne avancée, je vais vous donner la définition juste après. L'aéronef aussi. Maintenant, je veux juste rapidement m'arrêter sur eVTOL. Est-ce que vous connaissez ce terme? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ok, je ne sais pas qui réagit dans la salle virtuelle, mais en tout cas, je vais me permettre. Le eVTOL, je vais vous montrer à quoi ça ressemble après, ok? Mais un eVTOL partait dans l'idée que c'est une sorte de... Ça ressemble pas à un hélicoptère, mais c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est un hélicoptère, mais c'est à propulsion électrique, ok? C'est ça la différence. Mais c'est pas un hélicoptère. Là, je vulgarise la chose très très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Les drones, vous savez ce que c'est. Des drones, il y en a plein. Il y a plein de drones, de types de drones différents, des utilisations différentes. Ça va du ludique à la défense. Ok. Les corridors aériens, justement, c'est les corridors. Vous savez, dans l'espace aérien, il y a des corridors. L'espace aérien est divisé. Et dans ces divisions, il y a des corridors aériens qui permettent au transport aérien classique, donc là je parle de l'aviation civile et commerciale, de l'emprunter. Je ne parlerai pas du tout de l'aviation militaire et la défense qui vraiment est régie différemment et ce n'est pas du tout mon champ de compétences. Okay, donc je ne me permettrai pas de le faire. Et puis c'est surtout, ça ne concerne pas forcément notre présentation. Donc les corridors aériens, c'est tout simplement les corridors par lesquels le transport aérien se déplace. Okay, et dans le cas du eVTOL, je vais arriver sur cette chose après, c'est encore plus pertinent parce qu'il va falloir leur dédier aussi des corridors aériens. Okay, aujourd'hui, le focus, c'est surtout les eVTOL et les drones. Mais je pense que je vais beaucoup plus parler du eVTOL que du drone. Okay, eVTOL, pardon. Donc, l'idée derrière tout ça, la technologie avance, l'innovation avance, c'est évidemment la réduction des émissions CO2, le désengorgement urbain
et le désenclavement des régions isolées. Sachez que ces trois notions-là, elles s'appliquent dans n'importe quel cas d'étude, dans n'importe quel pays ou région. C'est juste qu'on va toujours l'analyser. La grille de lecture, elle va être différente en fonction de l'exemple de la ville ou de la région que vous allez donner. Je vais être un peu plus claire dans mon propos après. OK? Ça va? Donc, j'ai mis des couleurs parce que c'est vraiment, cette phrase, elle est très, très importante et il y a beaucoup d'informations dedans. OK? Donc là, j'invente rien, là, je vous l'ai dit. La mobilité aérienne avancée désigne un écosystème de transport aérien innovant à intégrer des aéronefs électriques, donc les eVTOL, pour des services de mobilité urbaine, régionale et interurbaine, pardon. Internationaux, je l'ai mis en italique et je vais l'expliquer. Déjà, ce qui va surtout, la mobilité aérienne avancée, donc ce terme-là, c'est comme une sorte de gros chapeau. C'est comme quand on parle de transport aérien. Dans le transport aérien, c'est pas que les avions, right? Il y a plein de choses. Il y a les avions, l'aéroportuaire, il y a les constructeurs, enfin les industriels. Donc, il y a plein de choses. Et ben, dans la mobilité aérienne avancée, c'est pareil. On va parler des drones, des eVTOL, du corridor aérien, des villes intelligentes et d'autres enjeux et notions. OK? Mais moi, dans le cadre de la mobilité aérienne avancée, ce qui m'intéresse beaucoup, dans le cadre de cet écosystème, c'est les eVTOL. Le eVTOL, je vous l'ai dit, enfin, il y a écrit en anglais, mais concrètement, là, ce que vous voyez à côté, il y a différents types de eVTOL, en tout cas projetés, parce que c'est encore en cours. Ça existe, hein, il y en a concrètement, vous pouvez aller les voir, mais c'est pas encore tout à fait certifié et on est en cours de processus. Mais ça, c'est typiquement un eVTOL, OK? Et pourquoi je vous disais, c'est comme un hélicoptère. Vous savez, à la différence d'un avion, un hélicoptère, vous voyez comment ça décolle et ça atterrit? Donc, c'est un vertical, c'est à la verticale. Il décolle comme ça et il atterrit comme ça. Pardon pour le geste, mais concrètement, c'est le plus simple. Tandis qu'un avion, vous voyez, il a besoin de se lancer sur la piste et puis ensuite, ça décolle. En tout cas, pas comme un hélicoptère. C'est ça la spécificité du eVTOL et c'est pour ça que je vous disais vulgairement, et pour faire très court, c'est comme un hélicoptère. Bref. Ensuite, pourquoi on veut l'utiliser? On veut l'utiliser pour des services de mobilité urbaine, régionale et interurbaine. Ça, c'est très important et ça va faire l'objet, on va le retrouver tout au long de la présentation. OK? Service de mobilité urbaine, c'est quoi? En fait, ça dépend des pays, ça dépend des zones urbaines. OK? Est-ce qu'on entend par là prendre un eVTOL pour aller, par exemple, de Brossard à Youl, donc à l'aéroport de Youl, ou est-ce que donc ça, c'est dans le cas du Québec. Est-ce que, si c'est ça, est-ce que c'est acceptable de se déplacer de cette manière, utiliser ce mode de transport pour finalement aller d'un point à un autre, mais c'est une sorte c'est un luxe en fait, c'est clairement c'est un luxe, je veux dire c'est un confort, ou est-ce que ça va être plus acceptable dans le cadre par exemple de la mobilité régionale pour désenclaver des régions? Ok, je pense par exemple à des communautés isolées au Québec. Okay, ou dans le nord du Québec. Bon, là, ça fait un peu loin, le nord du Québec, parce qu'il y a aussi la réalité de ce que la technologie peut, la science peut, okay, l'innovation. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que même si c'est pour des services de mobilité urbaine, régionale et interurbaine, c'est quoi et c'est où? Okay. Ensuite, internationaux, pourquoi je l'ai mis en italique? Parce qu'aujourd'hui, la mobilité aérienne avancée, en tout cas au Québec, elle n'a pas vocation à être internationale. Un eVTOL, il n'a pas vocation à franchir une frontière. Ce n'est pas le but. Aujourd'hui, en tout cas, ça pourrait, mais aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas ce qu'on avance. OK? Ça, c'est pour le Québec. Maintenant, si on regarde en Asie ce qui se passe, OK? Très rapidement, en Corée du Sud, il y a une ville qui s'appelle Busan, qui est au sud, d'accord? Et elle est proche d'une ville qui s'appelle Fukuoka, OK? Qui est au Japon. Là, par exemple, il y a un corridor aérien entre ces deux-là, ou du moins, si il est en projet, enfin, c'est très avancé. Et là, vous pensez, on parle de franchissement de frontières, donc là, ça devient international, OK? Mais là, concrètement, aujourd'hui, le développement se fait vraiment à une échelle locale et régionale, même pas encore vraiment nationale, puisqu'il ne faut pas oublier, il faut qu'il ait la capacité, votre eVTOL ou votre drone, de parcourir autant de kilomètres avec une certaine autonomie. OK? Donc c'est pour ça qu'internationaux, c'est en italique. Puis il y a plein d'enjeux de toute manière derrière ce fait-là. Bon, j'ai pas fait génie là, aéro, mais concrètement de ce que je sais, je pense pas trop me tromper, c'est qu'elle repose sur des technologies avancées comme
propulsion électrique, l'automatisation et la gestion optimisée de l'espace aérien. Okay, c'est deux volets principaux, donc la mobilité aérienne urbaine et la mobilité aérienne régionale. Donc, de toute façon, ça revient à ce que je disais au-dessus. Ça, c'est pour la définition, en tout cas la notion de mobilité aérienne avancée, et rapidement le eVTOL. Okay, le eVTOL aussi, contrairement au drone, le eVTOL est censé, il n'est pas censé. Son job, c'est de pouvoir transporter des gens. Pas que, mais en tout cas, un de ses jobs, c'est de pouvoir transporter des gens avec un pilote. Il est aussi possible, en tout cas, on considère que c'est plus qu'une possibilité, c'est une option sans pilote. Là, c'est deux enjeux juridiques hyper importants, c'est deux choses très. Elles sont différentes aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde est prêt à certifier quelque chose avec un pilote. Sans pilote, je ne sais pas tout à fait. Et puis, c'est même pas qu'une question de certification, c'est aussi une question de responsabilité, d'assurance qui va suivre. OK, c'est pas pareil. Et le drone, le drone, en fait, vous voyez, c'est des machines qui ne sont pas censées transporter. Enfin, le drone ne va pas transporter qui que ce soit, mais en revanche, il peut transporter des marchandises. D'accord? Les drones avec un payload important, ils peuvent le faire. La question que j'ai pour vous, c'est concrètement, est-ce que vous pensez que les taxis volants et la livraison par drone seront ou sont déjà une réalité? Est-ce que vous pensez que ça existe déjà? Oui? Livraison par drone, peut-être, je ne sais pas. Ça ne me surprendrait pas si littéralement il y a un article qui arrivait un peu sur la place, ça se fait déjà. Mais taxi volant. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a aucun taxi volant de eVTOL qui va vous dire, même si ça existe, hein. Moi j'ai pu voir des eVTOL, j'en ai vu un à Montréal d'ailleurs en septembre dernier, mais concrètement, il n'y a personne aujourd'hui qui va vous transporter d'un point A à un point B dans le cadre d'un service aérien. Okay, des drones, la livraison par drone, ça aussi, on n'a pas ça. Ici, on l'a pas. Ailleurs, dans le monde, oui. Au Québec, ça ne se fait pas encore. Enfin, ça ne se fait pas encore, je ne sais pas. Je le mets vraiment plus entre parenthèses, celui-là. OK? Ensuite, donc voilà. Désolée pour la qualité des images, mais je voulais juste mettre ça pour que vous puissiez vous visualiser. Donc ça, c'est un eVTOL, c'est le eVTOL de Beta. Ça, c'est le eVTOL de Wisk, qui est l'investisseur principal, c'est Boeing, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est un drone. Vous voyez, c'est un drone de surveillance. Enfin, ça ressemble typiquement à un drone de surveillance. OK? Donc, vous voyez la différence entre le eVTOL et le drone? Et ça, vous voyez que ça ne va pas. C'est un eVTOL, mais le plus important ici, ce n'est pas le eVTOL. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, selon vous? C'est un vertiport. Et justement, je vous parle de l'hélicoptère. Pour les hélicoptères, c'est pareil. Mais ça s'appelle un héliport, right? Là, on a un vertiport. C'est pour ça que, quand je vous disais, la mobilité aérienne avancée, c'est un grand chapeau et vous allez avoir différentes choses, différentes notions. Et c'est tout un écosystème. C'est le drone, c'est le eVTOL, c'est le vertiport, c'est les corridors aériens, c'est les smart cities, c'est aussi toute la gestion humaine derrière. Il faut former des gens pour ça, pour la gestion de ces choses-là. Okay, la gestion aérienne, dans l'espace aérien de ces choses. Et il y a aussi, bien sûr, tout l'aspect juridique, la responsabilité contractuelle et tout ce que ça ouvre. OK? Ensuite, le cadre juridique de l'aéronef et les enjeux. Pardon. C'est vraiment important ce que je veux dire. Là, j'ai cité, c'est l'annexe 7 de la Convention de Chicago de 1944 qui est entrée en vigueur en 1947. La Convention de Chicago, elle n'est pas utilisée dans le cadre de la mobilité aérienne avancée. Premièrement, la Convention de Chicago, elle a vocation à avoir une application à l'échelle internationale. Là, je vous ai dit que la mobilité aérienne avancée, on n'y était pas encore. OK? Ça, c'est une première chose. Mais pourquoi je l'utilise? Parce que c'est pour la notion de l'aéronef. J'aurais pu prendre une définition ailleurs, mais moi je suis juriste de profession et de formation. Et surtout, c'est que moi, j'ai fait ma thèse sur le droit international aérien. Donc, c'est sûr que je vais me rattacher à ma constitution à moi, qui est la Convention de Chicago. Okay, donc, j'ai choisi celle-ci pour vous donner la notion d'aéronef. Et au-delà de ça, c'est celle, en tout cas, on ne peut pas trop remettre en question la notion d'aéronef. Hein, ça, c'est de la science. Donc, la Convention de Chicago est uniquement utilisée pour vous donner la définition d'aéronef. Ensuite,
je répète, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment, aujourd'hui, la mobilité aérienne avancée, elle est considérée, elle est pensée dans un cadre réglementaire national, selon des politiques locales et régionales, ok? Avec une petite nuance pour l'Union européenne, d'accord? Qui va penser ça à un niveau un peu plus haut. Les enjeux juridiques, bah, responsabilité, intégration, régulation. Les avions sont réglementés par le transport aérien civil et commercial par la Convention de Chicago. OK? Maintenant, ce que moi je vous pose comme question, c'est que les avions sont des aéronefs. OK? Les aéronefs et les drones, les eVTOL sont des aéronefs. OK? En fait, je vais garder ma question pour après. Voilà. La définition d'un aéronef, c'est tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air, autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre. Donc ça, vous allez retrouver à l'annexe 7 qui porte sur immatriculation et marque de la Convention de Chicago. Donc vous voyez, c'est une définition qui est extrêmement large. Ça, c'est un avion, je pense c'est un gros porteur là, que vous voyez à côté. Et ça, c'est un aéronef. OK? Un eVTOL, c'est un aéronef. OK? La question que j'ai pour vous, c'est une montgolfière. Est-ce que c'est un aéronef? Vous voyez ce que c'est une montgolfière? Ça se balade dans le ciel. Il y a un festival à Richelieu, je pense, d'ailleurs. Pardon. Alors, donc une montgolfière, un ballon, c'est ce qu'on appelle des aérostats. La question, c'est est-ce que c'est un aéronef? Oui, ça l'est. Oui. Ça l'est. Au même titre que le drone. Donc, en fait, tout ce qui va se balader, pas tout, un oiseau, c'est pas un aéronef, ok? Mais globalement, tout ce qui va se balader, c'est quand même, par les réactions de l'air, ça va être un aéronef. D'accord? Le drone, le eVTOL est un aéronef. C'est pour ça que j'ai choisi la Convention de Chicago pour vous donner cette définition très large. D'accord? Ensuite, Du coup, je me permets une question. oui. Marois, vous avez Oui. invité à discuter avec vous. Donc, on voit ça parfois sur des drones, la capacité justement de voyager à la fois dans l'espace aérien, mais aussi l'espace extra-atmosphérique. Est-ce que ça change la définition? Donc, pour ces appareils-là qui peuvent aller au-delà De la ligne de Kármán? l'atmosphère, ouais, de la Oui. ligne de Kármán notamment. Moi, je n'ai pas connaissance, honnêtement, je vais être très transparente avec vous, je n'ai pas la connaissance de ce type d'aéronef. Je vais appeler ça des aéronefs parce que je ne sais pas si c'est tout à fait des drones. Des fois, ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. Okay. Est-ce que je me pose même la question? Je ne pense pas que ce soit des drones parce que je ne pense pas qu'ils aient la capacité justement de dépasser la ligne de Kármán. Mais ça, c'est sous réserve de vérification. Là, c'est du spatial et c'est plus dans mon champ. Okay. Mais justement, la définition d'aéronef, et là, c'est une vraie question de juridique, gymnastique juridique, c'est qu'un aéronef, par définition, c'est pas censé pouvoir aller au-dessus de la ligne de Kármán. La seule chose qui peut aller, qu'on considère, et on ne sait pas trop si c'est un aéronef, sont ce qui permet les vols suborbitaux. Donc ça part, c'est ce qu'on utilise pour faire du tourisme spatial. Un peu l'idée, c'est ça. Okay. Mais eux-mêmes, ça faudrait vraiment s'en remettre aux scientifiques pour savoir et qu'est-ce que c'est exactement. La question est en débat à l'OACI. L'OACI, pour le moment, ne traite pas de ces vols-là, mais par définition, un aéronef n'est pas censé pouvoir se déplacer au-dessus de la ligne de Kármán. La ligne de Kármán, c'est, juste pour votre information, c'est ce qui fait la différence entre l'espace extra-atmosphérique et notre espace atmosphérique. C'est pas une notion juridique, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre des scientifiques. Okay, mais nous, on va l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en droit, concrètement, les États-Unis, bah, comme d'habitude, ils essayent toujours, mais il n'y a pas de limite verticale. C'est quoi? C'est où la frontière, en fait? Nous, on va dire, bah, c'est la ligne de Kármán. Les Américains, pour eux, je pense que même la voûte céleste, elle est à eux s'ils pouvaient. OK? Bref. Mais, pardon pour mon franc-parler. Donc, mais ça, c'est des écoles qui sont différentes. En tout cas, je pense que si vous posez la question à des spécialistes, en tout cas des gens qui enseignent depuis longtemps, qui ont je pense à Vincent Correa en l'occurrence et à d'autres professeurs en droit aérien, mais je suppose qu'il vous dira à peu près la même chose. Okay, il n'y a pas de limite sur... Enfin, on n'a pas en fait cette information.
la jurisprudence s'est quelquefois prononcée, c'est vrai, mais par exemple, la Convention de Chicago, elle ne va rien dire dessus. Mais c'est aussi une question qui appartient aux États. Je vous ai dit, par exemple, l'école américaine, et peu importe l'administration, ça, c'est une constante chez eux, ils vont avoir quelque chose à dire là-dessus. OK? Donc, ça dépend. Parce qu'il y a aussi des enjeux spatiaux, pour le coup, qu'on ne va pas aborder ici. Bref. Donc, pour revenir à la question, par définition, un aéronef n'est pas censé dépasser la ligne de Kármán, donc je ne pense pas. Il faut vérifier d'ailleurs sur c'est quel type d'appareil. Je peux passer? Oui, allez-y. Super. Ensuite, donc les ODD et l'AM. Là, les ODD, c'est plus votre champ, plus que le mien, là. Mais il y en a plusieurs. J'ai sélectionné ceux-là, OK? J'ai sélectionné ceux-là et puis je les ai un peu, pas rebaptisés, hein, je ne me permettrai pas, mais fait un petit... en tout cas, j'ai mis les mots-clés. Donc, j'ai sélectionné l'ODD 3, qui est l'accès aux soins et bien-être pour tous. Le 7, accès à une énergie durable. Le 9, transport durable. Le 10, réduction des écarts sociaux. Le 11, ville plus accessible. 13, transport électrique et bas carbone. La durabilité. Donc, le 17, urbanisation inclusive et durable. Le 17, c'est surtout sur les partenariats. OK, mais je vais vous l'expliquer davantage après. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que l'aviation, pour vous, est-ce qu'elle peut être durable? Ça, c'est une grosse question. C'est une très grosse question. Est-ce que ça peut être durable? Est-ce que par définition, c'est durable déjà? Est-ce que l'aviation, le transport aérien est durable par définition? Je me permets une réponse sommaire. Je pense qu'il y a des enjeux assez évidents, ne serait-ce que sur le plan environnemental. L'aviation a une empreinte carbone quand même assez importante, une empreinte écologique assez importante. Après, je pense que comme tout secteur du transport, il y a une transition qui s'opère. Après, bon, vous y connaissez pas mal plus que moi en ce qui concerne la durabilité du transport aérien, mais je pense que ça fait partie des enjeux qui sont discutés à l'OACI notamment. Donc, je pense que oui, ça reste possible. Exact. D'autres pensées? Vous? Oui. Oui, mais je peux dire oui, elle peut être durable si tout dépend de comment on s'y prend, donc comment on utilise. Je ne suis pas vraiment un expert en droit aérien, mais je dis que lorsque on veut à ce que, bon, c'est vrai, comme l'a dit le professeur François Roch, avec le transport aérien, il y a quand même beaucoup de pollution, mais il peut y avoir aussi des mesures qui peuvent être prises pour réduire, n'est-ce pas, ces pollutions qui sont créées, par exemple, par le transport aérien. Donc, on peut penser comment rendre un peu plus durable, par exemple, le transport aérien sur l'aviation énergétique. Donc, je pense que c'est possible d'aller dans cette direction-là avec soit des politiques, soit des votes qui soient un peu plus pro-durabilité dans le secteur du secteur de l'aviation de manière générale. Donc, je pense que c'est possible d'aller dans le sens de la durabilité si les États s'y mettent dans ce sens. OK. Bon, on sort de l'agenda 2030, mais j'avais un autre exemple en tête qui nous vient de l'agenda 2063 de l'Union africaine, où la question du développement d'un secteur aérien intégré est associée justement parmi les 15 projets forts de l'agenda. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de corridors aériens qui, par exemple, pour des ressortissants africains, les obligent à passer par l'Europe pour aller d'une capitale à l'autre. Donc, je pense que dans la mesure où l'agenda 2063 fait du développement durable un concept central, oui, je pense que le transport aérien est appelé à se développer dans cette direction. Moi, j'ai une question pour la question. Moi, je me demandais, est-ce que l'aviation, dans la manière dont on conçoit l'aviation maintenant, parce qu'on a parlé par exemple des pollutions et littéralement de ce que ça représente par exemple pour le commerce ou le transport en général, mais est-ce qu'on peut parler de durabilité dans la manière dont on arrange ces transports-là, ou est-ce que c'est vraiment par rapport à l'innovation, on est vraiment sur cette idée de trouver d'autres moyens, enfin, je sais pas, au niveau de l'énergie, qui pourraient moins. Je sais pas. Est-ce que c'est plus dans la question du management ou plus dans la question de l'énergie? Je dirais que ça peut être durable. Merci pour votre question pertinente, très pertinente. Moi, quand je pose ma question, je la pense plus du point de vue vraiment énergétique. Sauf que vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. C'est un tout. La durabilité, c'est pas juste
l'aéronef qui vous transporte d'un point A à un point B, c'est un tout, c'est même les déchets. Quand vous prenez un avion, par exemple, vous consommez des choses. Sur un vol moyen courrier, un Paris-Montréal, on va vous donner des choses à consommer. Okay, ces déchets-là, on en fait quoi? Et la question de la gestion des déchets dans le transport aérien, c'est un casse-tête monstrueux. Parce qu'il y a des pays qui ne vont pas vous autoriser à débarquer vos déchets. Il va falloir repartir avec vos déchets. Okay, ça, c'est tout un enjeu. C'est un énorme enjeu. Et il y a des recherches qui sont menées, enfin, des réflexions et des recherches qui sont menées. Donc, c'est pour répondre à votre question, moi, quand je l'entends, c'est d'un point de vue énergétique, d'un point de vue du transport aérien, la machine, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, mais en réalité, c'est global. Maintenant, est-ce que l'aviation peut être durable? Concrètement, aujourd'hui, si vous tapez, vous googlez là, aviation durabilité, vous allez voir des trucs genre, oh, c'est le feu. Okay, ça ne marche pas, c'est pas durable, c'est dans les industries, les 3 industries les plus polluantes. Okay, ça, il faut mettre cette information à la lumière de beaucoup de choses. Vous ne pouvez jamais lire un élément sans un contexte. Effectivement, le kérosène, c'est quelque chose de polluant. Okay, au même titre que plein de choses, au même titre que les emails qu'on envoie toute la journée. Ce n'est pas la même pollution, okay, mais elle est polluante. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'elle peut être durable? Ben, avant même de penser aux eVTOL, aux drones, ben, tout simplement essayer de... et c'est ce qui est en train de se faire, hein, même au Québec, il y a beaucoup de recherches qui portent là-dessus, de transitionner vers une énergie plus propre. Ça ne veut pas dire que vous allez... Il y a des tentatives hein, qui ont été essayées, qui existent, mais je ne pense pas que demain, on va tous voler de Montréal à, je sais pas, à Paris avec de l'huile de friture. L'idée, ce n'est pas ça. Je ne pense pas. Okay, mais il y a d'autres façons de faire vers une aviation plus verte. Donc, on commence par là. On commence même par la question des déchets, par exemple. C'est un tout. Oui, elle peut être durable. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour revenir au sujet qui sont les eVTOL et les drones, la mobilité aérienne avancée, c'est un transport qui se veut être durable. Mais le eVTOL, qui va avoir une capacité de 4, 6, 8 personnes, il ne va jamais remplacer un gros porteur avec 300 personnes, avec 300 passagers, on est d'accord? Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. Là, la question, elle est très large. OK? Donc, il y a l'aviation, celle-là fait plus vocation à l'aviation traditionnelle. Pardon, je fais plus le lien avec l'aviation traditionnelle. Mais le eVTOL et le drone qui ne transportent pas de passagers, eux, par définition, ils sont durables. D'accord? L'aviation traditionnelle, c'est beaucoup plus d'enjeux, c'est des grands enjeux, et n'oubliez pas, on dépend de la science et de la technologie. Donc, c'est bien de se dire, ah bah demain, on va voler avec, je ne sais pas, un autre type d'énergie. Enfin, en tout cas, quelque chose d'alternatif au kérosène. Mais concrètement, elle en est où la science? Concrètement, est-ce qu'on peut aussi? Est-ce qu'on a assez de ressources? Parce que si c'est pour déshabiller Paul pour habiller Jean, il y a peut-être des questions à se poser quand même, ok? Ça ne veut pas dire que je suis sceptique ou quoi, pas du tout. Mais c'est aussi, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais ça fait partie des questions qu'il faut se poser, ok? L'aviation durable, pour qui aussi? Qui voyage aujourd'hui? Ça aussi, c'est une grosse question. Vous devez l'intégrer. Parce que si l'aviation durable, c'est pour des pays qui ont toujours eu la chance de voyager, ça aussi, c'est une question. Et même dans l'aspect des pays, en tout cas dans lesquels les populations ont eu la chance de voyager, c'est pas vrai que tout le monde voyage au Canada hein, ou au Québec. Ça, c'est pas vrai. Ou même, je vais plutôt parler de la France, qui est mon pays, et que je connais un peu plus dans sa sociologie. C'est pas vrai qu'en France, tout le monde a voyagé. Il y a plein de gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Jamais. Et en fait, ils ont commencé à prendre l'avion quand il y a eu ce qu'on appelle les transporteurs, vous savez, les EasyJet, les Ryanair, c'est les transports. Voilà, low cost, exactement, à bas prix. Bah, alors en fait, on va dire à ces gens-là, ben écoute, non, en fait, tu t'arrêtes. Parce que toi, tu es en France et que tu comprends, ton pays est développé, bah, tu ne vas pas pouvoir voyager. Ça aussi, c'est plein de questions en réalité. Donc oui, bien sûr qu'elle peut être durable. En soi, oui. Maintenant, ça dépend d'agenda, ça dépend, il y a beaucoup d'enjeux aussi politiques, économiques, c'est le coût qui absorbe le coût. OK? Donc ça, c'est plein de questions. Mais en soi, elle peut être durable. C'est plein d'éléments. OK? Mais toujours considérer à la lumière de quoi vous répondez. C'est quoi le contexte? OK? Donc, voilà pour, je pense, la fin de mon intro. Maintenant, pour la première partie, donc c'est le développement de la mobilité aérienne avancée et le cadre juridique. Qu'est-ce que c'est que la mobilité aérienne avancée? Pourquoi ça a été développé? Son encadrement. Ça va être intéressant pour nous.
Ok. J'ai mis les facteurs technologiques, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait le génie, mais ce qui permet aussi cette avancée, c'est la science. Donc, on a des batteries à haute densité qui vont permettre l'intelligence artificielle, l'autonomie des vols et l'amélioration de la gestion du trafic aérien. Donc, ces 3 points-là, c'est vraiment les facteurs technologiques. Et vous comprendrez que je vais pas, ils sont extrêmement importants, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais moi, je ne vais pas beaucoup m'arrêter, je vais plus m'arrêter sur cela. Okay, sur les facteurs socio-économiques. Désengorgement des métropoles, continuité territoriale, désenclavement des zones éloignées, inclusion, optimisation logistique. OK. Tout à l'heure, quand j'ai dit désengorgement des métropoles, je sais que ce mot-là, je l'ai mis dans les mots-clés. Le désengorgement des métropoles, c'est pareil. On dit, ah ben, on va créer la mobilité aérienne avancée, des eVTOL, pour permettre de désengorger les villes. Mais quelles villes? Si vous dites, ah ben, on va désengorger Montréal, c'est pas certain que si la mobilité aérienne avancée, elle est utilisée pour désengorger Montréal, c'est pas certain que la population accepte ces nouveaux modes de transport. Ok, ça peut même être pas forcément bien vu, même s'il y a une réalité. Ben, c'est pas ça va pas être quelque chose qui va être accepté socialement. Cette fameuse acceptabilité sociale qui est extrêmement importante. Maintenant, je me tourne vers une autre ville, comme celle de Séoul ou Singapour, en Asie. Okay, je m'éloigne. Je vais rester sur Séoul. Séoul, c'est énormément d'habitants. Vous allez le voir après, beaucoup, beaucoup d'habitants. Et c'est vraiment, vraiment, c'est difficile là, de se déplacer à Séoul. En voiture, par exemple, ça va être difficile. Sauf que entre l'aéroport Incheon et Séoul, intramuros, si vous prenez le bus, vous pouvez prendre le métro, vous pouvez prendre un taxi ou le bus. Il y en a pour une grosse, même plus, ça dépend. Ok, si c'est pas en heure de pointe. En général, c'est plus qu'une heure. Ok. Ça, là, pour Séoul, ça va fonctionner. Et la population, est-ce qu'elle va l'accepter? Certainement. Mais aussi, c'est parce qu'il y a un rapport à l'innovation qui est différent. Ça, n'oubliez pas, c'est très important. Revenir toujours à la base, c'est à la lumière de quoi? Ok. La population, c'est des populations, surtout la Corée du Sud, son éveil, il passe par l'innovation. Ok. Si vous vous souvenez, enfin, si vous regardez l'état de la Corée dans les années 70 et avant, même 80, c'est pas la Corée d'aujourd'hui. C'est pas la Corée de BTS et compagnie. Je veux dire, avec toutes les innovations Samsung et tout ça. Là. Donc, enfin, je ne m'y connais pas en K-pop. C'est pas mon rayon, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça, c'est à la lumière de quoi? Donc, le désengorgement des métropoles. Est-ce qu'il y a une pertinence à Montréal? On peut en discuter. Est-ce qu'il y a une pertinence sur Séoul? Est-ce qu'il y a une pertinence sur Shanghai ou sur Singapour? Oui. Mais on peut parler de Paris aussi. Est-ce que le eVTOL pourrait désengorger Paris? Est-ce qu'il y a une pertinence? Bah pareil, si vous prenez les 2 aéroports, c'est Charles de Gaulle et Orly, ils ne sont pas dans Paris, ils ne sont pas proches, enfin, ils ne sont pas hyper éloignés de Paris intramuros, mais c'est pareil, il y a tout un enjeu de désengorgement et du transport terrestre et de la pollution que ça engendre en plus. Okay, sauf que cet été, par exemple, enfin l'été dernier, pardon, avec les JO, il y a eu une tentative et ça a été rejeté. Ça a été rejeté au niveau en tout cas de la ville de Paris, donc la mairie de Paris. Et même au niveau de la population, ce n'est pas quelque chose qui est très accepté. On ne le voit pas d'un bon oeil. Okay, après, il y a aussi la question sécuritaire. Est-ce qu'on va laisser des choses comme ça voler dans le ciel parisien alors que c'est l'une des villes les plus exposées aux attentats? Okay, donc il y a plein d'aspects. Bref. Celui-là, c'est celui-là qui m'intéresse le plus. La continuité territoriale, le désenclavement des zones éloignées et l'inclusion. Vous êtes tous juristes ici? Non. Ok, c'est pas grave, c'est pas un problème. La continuité territoriale, vous savez ce que c'est? La continuité territoriale, en fait, c'est que je vais prendre le cas de la France. Ok, la France, donc il y a la France qu'on appelle métropolitaine et les outre-mer. Ce sont des territoires qui ne se situent pas en Europe, en l'occurrence. Il y en a dans le Pacifique, il y en a dans l'océan Indien, il y en a en Afrique, enfin, il y en a. Okay. Sauf qu'il faut assurer la continuité territoriale entre Paris, par exemple, et Papeete, en Polynésie française, qui se situe dans le Pacifique Sud.
c'est la continuité territoriale. OK? Et cette continuité territoriale, en fait, elle a plusieurs enjeux. Donc, comment vous assurez cette continuité territoriale et puis pourquoi? Il faut que les citoyens de la Polynésie française sont les mêmes citoyens que la France métropolitaine. Ils sont tous des citoyens français. Vous devez assurer le service de façon égalitaire. OK? Donc, mais là, j'ai pris le cas de la France. Revenons au Québec. Québec, c'est très grand. Mais il y a des communautés qui sont isolées. Même, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à Kanjik-Sujouak, tout au nord, là. Vous allez même à mi-parcours, il y en a partout. Pourquoi la continuité territoriale, elle est assurée? Comment vous assurez le service pour ces communautés? Ça aussi, ça fait partie, pour le coup, des choses les plus, je trouve, intéressantes et pertinentes pour les ODD. Enfin, pas pour les ODD, pour la AL, en lien avec les ODD. Okay, c'est le lien avec le désenclavement des zones éloignées. Les gens qui sont dans des communautés isolées, il faut permettre, c'est au-delà même du désenclavement de ces zones-là, en fait, c'est que vous les connectez. Vous ne pouvez pas laisser les gens loin là-bas. Et parce que c'est des enjeux. Comment vous faites pour le service, ne serait-ce que les services sanitaires et sociaux? Comment ça fonctionne? Okay, donc ça, c'est des préoccupations qui font partie des facteurs socio-économiques. Et évidemment, tout ça, ça mène à l'inclusion. Vous incluez. Okay. Est-ce que l'AM peut être un facteur d'inclusion? Moi, je pense que oui. Quand vous arrivez à connecter des régions, quand vous arrivez à offrir le service sanitaire à des communautés, des régions éloignées, oui. Ça fait quand même aussi peut-être partie du devoir, peut-être quelque part, d'une nation et d'un État. Okay. Je ne vais pas rester trop sur cette notion. Okay. Et ensuite, l'optimisation logistique, ça, pour le coup, en fait, c'est vraiment quand vous optimisez logistiquement. Par exemple, si on fait le lien avec le désengorgement des métropoles, mais là, vous gagnez en termes de temps, de coût et une réduction du CO2, des émissions de CO2. OK? Donc, selon vous, quels seraient les principaux obstacles au développement de la mobilité aérienne avancée? C'est quoi, selon vous, qui bloquerait ce développement et ces avancées? Est-ce que ce serait le coût? Est-ce que ce serait pour des questions de sécurité ou des questions d'acceptabilité sociale? Moi, je pencherais entre acceptabilité sociale et sécurité, parce que j'ai l'impression que des fois, c'est vraiment l'imaginaire collectif qui fait que si on voit par exemple un aéronef déplacer des gens sur quelques mètres, voilà, je pense que au niveau de la sécurité, même peut-être aussi du coup, dans l'imaginaire social, je me dis que ça passerait un petit peu moins, où il y a un petit peu cet attachement aux traditions ou à ce qui se fait déjà. À part s'il y a vraiment un choc ou littéralement où il y a quelque chose où la publicité fait que ça devient très à la mode de faire ça. Je pense pas que je pense que ça peut être un frein. Ok. D'autres pensées? Je pense que tout dépend de là où tu te trouves, hein, tout dépend du contexte. Donc, par rapport au contexte, ça peut être le coût, ça peut être les trois, ça peut être la sécurité, mais l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Et le coût, je pense, qui peut être transversal dans beaucoup de contextes. Hein, c'est juste, En réalité, les trois sont des raisons, peuvent en tout cas, pourraient être des raisons, des causes qui empêcheraient le développement de la mobilité aérienne avancée. Mais celui-là, quand même, l'acceptabilité sociale, il tient une place très importante. Je pense que c'est le CRIAC, qui est le consortium Recherche Innovation en aérospatiale, qui est un consortium québécois, qui justement s'occupe des questions en aéro, pas que de recherche, hein, évidemment, mais je me souviens qu'ils avaient mené une étude sur l'acceptabilité sociale de la mobilité aérienne avancée. Ils l'ont menée en collaboration avec notamment Catherine Roy de Design Thinking de Thales et d'autres protagonistes. En tout cas, il y a beaucoup d'experts qui s'étaient penchés sur cette question. En fait, il s'est avéré que l'acceptabilité sociale de la mobilité aérienne avancée, elle dépend du où, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est pour livrer des colis Amazon ou est-ce que c'est pour livrer des médicaments? Ça, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ça, cette étude, c'est une étude qui a été menée au Québec.
Si on mène cette étude ailleurs, par exemple, en Corée, ça va être... je sais que les réponses seront différentes. Parce que le rapport à est-ce que c'est pour livrer, par exemple, des colis Amazon, bah, eux, juste cette petite information que je viens de vous donner, elle est liée à beaucoup d'autres enjeux que je vais aborder dans la deuxième partie. Donc, les trois sont des causes, mais l'acceptabilité sociale, il faut que ta technologie, il faut qu'elle soit acceptée. Et n'oubliez pas, les temps changent. Même si on est dans un... Enfin, les temps changent à plusieurs niveaux actuellement, mais les gens sont conscients de leur environnement. Et peu importe où dans le monde, les gens sont conscients de leur environnement et de ce qui s'y passe aussi. Okay, et ils ont un mot à dire. Ils ont un mot à dire. Tandis qu'avant, on ne se disait pas forcément légitime pour parler de ça. Okay, on penserait même, bah, moi, j'y connais rien. Écoute, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas expert, j'ai rien à dire. Mais en fait, si, parce que ça te concerne. Ok, on est une société, on a un grand tout. Ok. Donc, l'encadrement juridique. Donc ça, c'est l'encadrement juridique. Honnêtement, même le terme là, j'ai un peu de mal, mais je ne savais pas trop comment le faire autrement. Pourquoi? Parce que c'est un cadre en cours d'élaboration, c'est très flou. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays dans le monde qui a un cadre achevé, définitif, qui est prêt à l'emploi. Il n'y en a pas. Il y a des pays qui sont plus avancés. Je pense aux États-Unis. Je pense notamment, ce n'est pas un pays, mais à Dubaï. Il y a certains pays d'Asie, notamment la Corée, ou l'Union européenne également. Mais ça reste en cours d'élaboration. C'est quelque chose qui n'est pas terminé, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Okay, et pourquoi? Parce que en réalité, la technologie elle-même, elle est en cours de développement. D'accord? La certification, pareil, les certifs, elles sont en cours, c'est pas finalisé. Après, voilà, vous avez des tests. Si vous googlez, vous allez pouvoir des eVTOL, se balader, mais ça reste des tests. Et c'est dans des environnements réglementés, mais c'est comme des réglementations temporaires. C'est vraiment du cas par cas, c'est de la réglementation test. OK? Là, je vous ai mis Singapour, Corée, Dubaï, pardon. Ce sont des régimes temporaires. Donc, retenez que est-ce qu'il y a un cadre? On y travaille. Au Canada, c'est Transport Canada qui y travaille. Okay, il y a tout un groupe qui est dédié à ça. Ce qu'ils appellent les policies actuellement, c'est surtout sur ça qu'ils travaillent. Les défis juridiques, c'est déjà qui va certifier ça? Parce que pour voler, il va falloir être certifié. Pour voler, enfin pour en tout cas être mis sur le marché déjà, il faut être certifié. Qui va certifier des eVTOL? Les drones, c'est déjà certifié, c'est pas trop un problème. Mais le eVTOL, non. L'eVTOL, c'est pas encore certifié. C'est en cours de certification. Mais qui le fait? Et moi, alors peut-être que je me trompe, mais moi j'ai plus l'impression que chacun attend, on s'attend tous un peu, voir qui va certifier, parce que c'est un risque aussi que tu prends derrière quand tu certifies. La gestion de l'espace aérien. Comment vous allez intégrer les eVTOL? Là, les drones aussi, mais parlons plus du eVTOL. Comment vous intégrez le eVTOL dans votre espace aérien? Je vous ai dit, l'espace aérien, il est divisé. Le eVTOL, pour le moment, il n'a pas vocation à traverser l'Atlantique ou le Pacifique. Donc, on enlève cet exemple, mais juste au sein même des villes, de l'espace aérien local, si je puis me permettre le terme, même si ce n'est pas tout à fait le bon terme. Et là, j'ai mis l'accident à Washington. Vous vous souvenez de l'accident à Washington? C'était un avion qui est entré en collision avec un hélicoptère. C'était le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple. Ok, ça, c'était le mois dernier. Ok, donc vous avez un hélicoptère, sauf erreur de ma part, de l'armée, et un avion de ligne qui est en phase d'atterrissage. Ok, il y a une collision. L'espace aérien de Washington est extrêmement saturé. Il est saturé, ok? Beaucoup d'avions militaires, enfin d'aviation militaire, de l'aviation commerciale, civile, c'est saturé, d'accord? Ok. Et à ça, on vous dit que vous allez ajouter peut-être un jour des eVTOL. Comment ça s'intègre tout ça? Comment vous assurez la sécurité? Et qui fait ça? C'est des contrôleurs aériens. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas assez de contrôleurs aériens. Même ici, au Canada, il y a une pénurie. Okay, donc, ça aussi, c'est des questions. Donc, vous allez ajouter un eVTOL, un nouveau mode de transport, qui doit cohabiter avec d'autres modes de transport dans des espaces qui sont appelés à être de plus en plus saturés. L'espace aérien, ok, au niveau local. Ça, c'est des choses qu'on veut éviter. Donc, il faut former, il faut embaucher, 2, former. Okay, c'est vraiment,
ce qui va permettre donc la gestion de l'espace aérien, mais c'est ça, c'est que ça, c'est un vrai défi là. C'est quelque chose c'est du concret là, c'est du dur parce qu'on vous dit, bah, on va éviter. Le but, c'est quand même d'éviter qu'il y ait des collisions et des pertes de vie. Ok. Ensuite, la question de la cybersécurité et de la sécurité. Ça, c'est une question à mon collègue Philippe Morio de l'OAC, et vraiment, c'est le spécialiste avec Sylvain Lefoyer à l'OAC aussi. Donc, je ne vais pas trop me prononcer dessus là, mais en l'occurrence, c'est la question la plus importante, c'est est-ce que ces aéronefs vont être vulnérables, est-ce qu'ils vont être, pardon, vulnérables au piratage? Ben, certainement. Il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas. Et donc, il y a des questions qui sont menées actuellement partout dans le monde, notamment à l'OACI, sur ces questions-là, puisque ce sont des questions de toute manière qui vont concerner tant l'aviation traditionnelle que le eVTOL, ou même des drones, et les drones, d'accord? Donc ça, ce sont vraiment les principaux défis. Il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai listé dans le cadre de cette présentation. OK? Ma question, c'est est-ce qu'on devrait réglementer la mobilité aérienne avancée à un niveau national ou international? Ça, j'en ai rapidement parlé en introduction. On peut répondre les deux. Oui, bien sûr. Je pense que l'ordre juridique international, autant que les ordres juridiques nationaux, devraient être mobilisés, compte tenu notamment du fait qu'il y a une bonne partie des évitols qui sont plus à destination locale ou régionale. Exact. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le eVTOL, pour le moment, on y pense d'un point de vue local, régional. Okay, ça n'a pas vocation, pour le moment, à être pensé d'un point de vue international. Ça, c'est dans la théorie. Parce que dans les faits, on peut vite y arriver. Il suffit juste de penser entre le Canada et les États-Unis, c'est très facile là, de franchir la frontière. Okay, dans le cadre d'activités commerciales, j'entends. Ça pourrait être facile. Okay, ou dans le cadre du transport aussi aérien. Donc, la priorité, c'est quand même d'avoir une réglementation à un niveau national, si on peut se permettre, et puis ensuite, on ira vers l'international. Mais là, la priorité, c'est vraiment au national. L'international, aujourd'hui, ce que vous allez retrouver, c'est par exemple, à l'OACI, il y a tout un groupe qui travaille sur la question de la mobilité aérienne avancée. Et en fait, ils vont mettre, c'est plutôt le savoir-faire, c'est toute l'expertise de ces experts à l'OACI qui vont se pencher sur cette question. Et l'idée, c'est que derrière, ce serait bien quand même d'harmoniser. C'est parce qu'actuellement, vous voyez, je vous l'ai dit, en Europe, on y réfléchit, aux États-Unis, on y réfléchit, au Canada, Transport Canada fait la même chose, et ça, c'est partout, un peu partout où cette technologie, elle se développe et elle est développée. Bon, peut-être qu'à terme, on devrait avoir quelque chose d'à peu près qui se ressemble quand même. Donc, c'est là où l'OACI va jouer un rôle extrêmement important, et encore une fois, en mettant aussi au service sa connaissance, ses expertises et son savoir-faire. L'OACI, c'est 193 États aussi. Donc, c'est le meilleur forum pour justement discuter et échanger de ces questions. Quand bien même l'OACI, vous me direz, ouais, mais ça a vocation à être un ordre international. Ok, très bien, mais quand même, pourquoi ne pas utiliser cet endroit pour que ce soit un forum de discussion? Parce que s'il n'y aura pas de meilleur endroit. Vous avez les 193 États réunis. Tous ne sont pas concernés par la mobilité aérienne avancée, mais en tout cas, les plus gros joueurs, ils sont dedans, c'est pas et moi. OK? Ensuite, donc, je pense que j'ai terminé sur ma première partie. Est-ce qu'il y a des questions? Okay. On va passer à la deuxième. Donc, je veux parler de la mobilité aérienne avancée à la lumière des ODD, et j'ai pris, comme je vous l'ai dit, le Québec et la Corée du Sud. Je pense que je vais arrêter de dire Corée du Sud, je vais surtout dire Corée, parce qu'en général, en fait, Corée du Sud, Corée du Nord, c'est vraiment quelque chose... Les Coréens n'utilisent pas ce terme, c'est vraiment, eux, ils utilisent la Corée, donc on parle de péninsule coréenne, vous savez qu'elle est divisée en deux, la Corée du Nord qui a officiellement, c'est pas Corée du Nord, et c'est pareil pour le Sud, et même en coréen, on ne dit pas Corée du Nord, Corée du Sud, on dit Teranmikuk pour le Sud, République de Corée, et on va parler de Choson dans la réduction de la dénomination, mais ça porte pas du tout ces termes-là. Et si vous allez en Corée, vous verrez que les gens parlent beaucoup de Corée et non pas Corée du Sud et de Corée du Nord. Okay, donc, juste pour vous dire, je vais utiliser le terme Corée comme à mon habitude. En tout cas. Donc, pourquoi ces deux exemples? Je vous l'ai dit, c'est des exemples que je connais beaucoup, sur lesquels je travaille beaucoup, et c'est des écosystèmes. Je pense que c'est ce que je connais de mieux par rapport à d'autres pays en Asie. Okay, et je me garderai de parler de choses que j'ignore et que je ne connais pas assez. Alors, juste avant même de rentrer dans le vif du sujet, je me suis permis de prendre deux cas. Donc, vous avez le Québec et la Corée.
La Corée, je sais pas, est-ce que vous voyez où est-ce que ça se situe? C'est en Asie, ok, au nord. C'est un tout petit pays. La péninsule coréenne, c'est petit. Et la Corée du Sud, si on dit ça comme ça, c'est encore plus petit. Séoul est la capitale. Okay, donc, Incheon, c'est la ville dont je vous parlais. Vous voyez déjà la différence entre Incheon et Séoul? Il y a quand même... C'est pas à côté. Incheon est une grosse ville. Mais moi, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'entre Séoul et Busan, voilà, écrit avec un P, mais on dit Busan, c'est 3 heures de train à grande vitesse, comme dans le TGV, ok? Ça, c'est 3 heures. Entre, pas le plus au nord, mais ce qui est quand même au nord et ce qui est au sud. Ok? Sachant que le sud-sud de la Corée, c'est Jeju, l'île de Jeju. Ok? Ça, c'est entre Séoul et Busan. Ok. C'est quoi 3 heures ici? Montréal, Québec. Montréal, Québec. Exactement. Donc, en fait, on a couvert presque un pays. Ok? Et là, on parle de 3 heures. Regarde, entre Montréal et Québec. Vous voyez la différence? C'est énorme. Ah, c'est énorme. Et là, on parle vraiment, parce que pareil, le Québec, c'est extrêmement grand. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aller regarder jusqu'à Kanzik-Chezouak dans le nord. Il faut juste regarder déjà, il y a des communautés, juste, moi je pense déjà aux communautés qui sont autour de Val d'Or, qui sont déjà isolées. Donc, vous n'avez même pas besoin de monter jusque-là. Et de toute manière, le Hilton, aujourd'hui, il n'a pas cette capacité, sauf erreur de là. Donc ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et quand je parlais de désengorgement, bah là, on y est. On désengorge qui, quoi. OK? Donc ça, c'est la... Bon, on ne voit pas bien, mais ça, c'est l'Asie, ça, c'est notre... Ça, c'est la Chine, l'Inde, et la Corée, c'est la Corée du Sud. Terminé. OK. Donc, pareil. La taille de la métropole, là, c'est Séoul-Montréal. C'est pas Corée-Québec. Donc, Séoul, intramuros, c'est 605 km². Montréal, on est à 431, intramuros. La métropole de Séoul, c'est 11 000 et des brouettes. Montréal, 4200 et des brouettes. Ok, on a ces chiffres-là, c'est bien, forcément. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et on va regarder la métropole. Séoul, c'est 25 millions d'habitants. C'est énorme. Si vous allez un jour en Corée, si vous n'avez pas encore été en Corée ou à Séoul, vous allez voir ce que c'est 25 millions. Moi, j'avais jamais été dans un pays avec autant de monde. Je trouvais ça, waouh, il y a toujours des gens, toujours plein de gens, c'est impressionnant. Montréal, c'est 4 millions pour la métropole. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je dis désengorger, mais de quoi est-ce qu'on parle là? Right? Ok. Après, voilà, je pense qu'il y en a un peu plus. Là, j'ai vraiment juste mis le métro, mais en réalité, si on ajoute à d'autres types de métro ou train, il y en a beaucoup plus. Mais rapidement, le métro, bon, bah, c'est pour vous donner des indicateurs. Il y a 23 lignes à Séoul, c'est plus de 700 stations. Ici, on en a 4 et 68. Bon, vous voyez? Bah, ça s'explique. Hein. Je veux dire, c'est pas pour dire, ah, on n'a pas de métro. Non, pas du tout. C'est très bien ce qu'il y a. C'est juste que ça peut s'expliquer, puis c'est pas du tout le même développement. L'âge moyen de la population, 42-40. On parle de Séoul et de Montréal. Ça peut paraître rien à ces petits 2 ans, mais en fait, ils font toute la différence. Okay, proportion de la population âgée de 65 ans et plus. Ça, c'est à l'échelle, ouais, plutôt de ville aussi. Donc, Séoul, c'est 20% de la population de 65 ans et plus. Montréal, c'est 17,5. Des chiffres comme ça, on se dit, ah, c'est proche, finalement, c'est pas si grand que ça. En réalité, c'est un peu plus complexe. Je vais... Attendez, juste pardon. Je vais juste quand même terminer parce qu'après j'enchaîne directement sur le Québec, mais juste pour vous dire pourquoi je vous donne ces infos, c'est parce qu'elles vont être utiles à la lecture des 2 autres slides et de la suite et fin de cette présentation. Séoul, la Corée du Sud, c'est l'un des pays les plus âgés au monde, où le taux de vieillissement est le plus important. D'accord? Ça, c'est une première chose. Et c'est ce qu'on appelle comme pays, un pays super âgé. Il y a un terme précis là pour expliquer ça. D'accord? Donc, juste pour vous donner le contexte. Au Québec, on connecte des régions isolées. Okay, ça, je l'ai dit et je l'ai redit. On a beaucoup de communautés au nord, mais pas que au nord-nord, qui ont un accès limité aux soins et aux services essentiels. Quand je parlais de sanitaire, social, les services essentiels, la continuité territoriale, c'est ça le job. Okay, les solutions qu'on proposées, et moi j'ai même ajouté d'utilité publique. Là, dans ce cadre-là, la mobilité aérienne avancée, elle est d'utilité publique. Mais là, je vous parle du Québec, mais en fait, il y a plein d'autres pays où elle pourrait être d'utilité publique. Okay,
les drones médicaux, de drones et pas de eVTOL, pardon, de drones pour livrer des médicaments et des échantillons biologiques. Donc là, on fait le lien avec l'ODD3, santé et bien-être. Okay. Le eVTOL pour les évacuations sanitaires et réduire le coût des déplacements interrégionaux. Parce que ça, là, l'histoire des coûts, qui le supporte ce coût dans le cadre des évacuations sanitaires? En bout de course, qui le supporte? En réalité, c'est les contribuables qui supportent ça. Alors, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ou est-ce que je veux mettre mon argent ou est-ce que je veux pas le mettre, c'est pas le point. Mais tout ça, pensez-le dans un grand tout. C'est quoi les conséquences d'une imposition plus élevée? C'est quoi les conséquences sur votre population? C'est quoi les conséquences électorales par la suite? Ainsi de suite, les orientations d'un pays. OK? En tout cas. Donc, le eVTOL pour les évacuations sanitaires. Et là, vous faites le lien avec l'ODD 9, l'ODD 3 et plusieurs autres. Okay. Transport de marchandises vers les communautés éloignées. Ça, c'est le 11, ville durable, mais pas que. Transport de marchandises, c'est pareil. De quelles marchandises on parle? OK? C'est quoi, en fait? D'accord? Est-ce que c'est pour livrer, je sais pas, la dernière PlayStation? Ou est-ce que c'est pour livrer pas que des médicaments, mais des produits de première nécessité? OK? Et d'ailleurs, avant même de vous poser la question, il y a un projet actuellement en cours, c'est le projet Corridaire, qui est un très beau projet, qui est mené par Vertigo Mobility et Giant Air Mobility, qui sont des entreprises québécoises, et le CRIAC, qui est le consortium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce projet, en fait, il s'agit de transport par drone d'équipements essentiels entre l'hôpital de Joliette. Joliette, c'est pas hyper loin non plus, hein. Là, on n'est pas en train de parler de 500 km, hein. Donc de Joliette et de la communauté de la Première Nation Atikamekw, de Manawan. Ça, c'est un projet actuellement qui est en cours. Okay, d'accord, et dans lequel le gouvernement aussi québécois a justement s'est prononcé dessus. Vous pouvez le retrouver. Ça, par exemple, on est en plein dedans. Ça, c'est de la mobilité aérienne avancée. Et c'est aussi l'inclusion. Et vous pouvez pleinement faire le lien avec les objectifs de développement durable. Est-ce que vous le connaissiez, cet exemple? Il est hyper intéressant. Honnêtement, si en tout cas ça vous intéresse, allez-y. Mais j'ai cet exemple, mais je vais aussi me permettre de parler d'un autre exemple parce que vous voyez, je vous dis, là on parle du Québec, je vous dis d'utilité publique. Ok, moi j'ai un collègue au Burkina Faso qui travaille sur les drones. Et lui, il m'appelle un jour, il me dit, mais tu sais, c'est bien les drones, mais regarde, moi je travaille dessus et je travaille aussi avec dans une exploitation agricole. Il me dit, ouais, mais c'est bien beau tes drones, mais ils ne sont pas conçus pour le climat de chez moi. Et c'est pas faux. Parce que lui, en fait, il vient ici, il vient à l'OACI, on discute, tout ça. Il me dit, non, mais tes drones, c'est bien parce qu'ils sont conçus pour des climats d'ici. Mais moi, en fait, à chaque fois que je reçois ton drone, bah, il ne fait pas l'affaire. Et ça aussi, ça fait partie de la discussion. Toujours où, qui, quoi. Mais dans son cadre à lui, c'est des exploitations agricoles. Il a besoin de ces drones-là. Bah, son exploitation agricole, elle va en souffrir d'une certaine manière. Okay, parce que son drone n'est pas adapté. Okay, et on y travaille actuellement. Donc, est-ce que vous voyez des inconvénients à l'utilisation de drones et de eVTOL pour ces services dans le Nord ou pensez à des régions éloignées? Ou est-ce que c'est plutôt, est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'utilité publique? Disons ça comme ça. Oui? Moi, je pense que ça serait très bien que ça soit utilisé pour ça. Donc, vous serez plus... Est-ce que vous... Donc ça, c'est l'utilité publique. Vous me dites, corrigez-moi si je me trompe, que bah, si c'est pour ces raisons, oui, là, je ne vois pas d'inconvénient. Bah, oui, par exemple, tout ce qui est des drones médicaux, déjà, ça, je pense littéralement, ce serait une très bonne idée. Et puis tout ce qui est transport de marchandises pour tout ce qui est produits de nécessité, je pense que bah, pour les communautés éloignées, littéralement, ça ferait la différence. Ok. Donc après, l'évaluation sanitaire, ça aussi, je me dis, ça dépend des pratiques. Je ne sais pas trop dans la pratique comment ça se passerait, mais ok. Maintenant, si je vous dis, ben, on va utiliser un drone pour de la livraison de marchandises. Mais pas forcément pour un colis. Ouais. Un colis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. oui, c'est pas comme ça. Tout le monde est pour ici? Enfin, pour. Non, c'est pas le fait de pour ou contre. C'est pas ça, c'est est-ce que vous avez une... Je pense que globalement, on peut tous dire que d'utilité quand même. On ne va pas dire, ah bah non, on ne va pas les utiliser, on voit qu'il y a quand même une nécessité.
Après, peut-être que ça peut dépendre de la marchandise. Je pense que peut-être certaines marchandises devraient être transportées sur place. Je sais pas. Ok, mais je pense que j'ai pas forcément bien orienté mon propos, mais il a un lien avec la suite. Ah, d'accord. Ok. Mais pourquoi pas? Et on va faire le lien. Donc ça, c'est pour mon A au Québec. Au Québec, je répète, c'est connecter des régions isolées et des communautés. Donc on est vraiment sur de l'utilité publique, du social. On est d'accord? Après, attention, ce que je veux dire, c'est que même si, et au Québec, l'acceptabilité sociale de la mobilité aérienne avancée, elle est, je pense, bien acquise quand il s'agit de ce type de cause, enfin de cause, en tout cas de raison. Et là, vous pouvez faire à chaque fois le lien avec les ODD. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que demain, si ça, un eVTOL est lancé, ça ne veut pas dire que personne n'aura pas l'idée ici au Québec ou ailleurs de se dire, hey, si je lançais un service entre Brossard et Lioul pour que des gens fortunés puissent se déplacer très rapidement sans se prendre le trafic. OK? Bon, ça, c'est une possibilité aussi. Il y a de fortes chances d'ailleurs. C'est juste que c'est pas encore lancé. Quand ce sera lancé, bah, on en reparlera. Maintenant, pour presque terminer, la Corée du Sud. Je vous ai dit, la Corée, c'est un des pays où c'est un pays vraiment où il y a un vieillissement extrêmement important et surtout un taux de natalité l'un des plus bas au monde. Je ne sais pas si c'est le Japon ou la Corée du Sud qui a le taux le plus bas, mais c'est vraiment, vraiment bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que notre population, elle ne se régénère pas. Ça crée beaucoup, 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 beaucoup d'enjeux. Vraiment beaucoup d'enjeux. Le gouvernement coréen, les villes essayent vraiment d'inciter. Donc, il y a plein de politiques qui sont hyper favorables pour la natalité, mais ça ne marche pas forcément. Ça s'explique pour un tas de raisons. Okay. En tout cas, le fait est, c'est qu'on a un vieillissement de la population, un taux de natalité très bas et une pénurie de la main-d'œuvre. Peut-être comme ça, vous vous dites, pourquoi elle me parle celle-là? C'est quoi le lien? Ok. Donc, je vous ai parlé du drone de livraison de marchandises. Le drone de livraison pour pallier le manque de personnel dans la distribution, par exemple. Peut-être ici, ce n'est pas forcément une réalité. En France, ce n'est pas une réalité. Il y en a. Des gens pour faire la livraison, il y en a en veux-tu, en voilà. Okay. Par contre, en Corée, ce n'est pas forcément le cas. C'est pas le cas. Déjà, c'est des métiers qui sont pénibles, qui sont difficiles. Okay. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas foule pour le faire. D'accord. Mais en plus, à ça, tu ajoutes un taux de vieillissement important et un taux de natalité très bas, une population qui ne se régénère pas. Mais ça c'est les métiers, c'est dans le dur, là. C'est au day-to-day, ces métiers-là. Okay. Et là, on se dit, par exemple, pour le drone, bah, ça pourrait pallier à ce manque de personnel. Là, vous allez me dire, ouais, mais ils ont qu'à faire appel à l'immigration. Ça dépend de chaque État. Ça dépend de chaque culture étatique. Et on ne peut pas comparer l'Asie, par exemple, à l'Amérique du Nord sur des questions comme celle-ci. OK? Donc, là, par exemple, le drone de livraison, bah, on va faire le lien avec le DD8, travail et croissance économique. OK? Maintenant, toujours, eVTOL pour pour le transport de médicaux d'urgence dans les zones urbaines saturées. Quand je vous dis Séoul, c'est saturé, c'est saturé. C'est impressionnant ce que c'est saturé. Okay. Là, ça a tout un sens également. Et pour finir, sur le taxi aérien comme aide aux aînés. Ben là, c'est la même chose. Là, on dit taxi aérien. Les gens, en général, on n'aime pas trop ce terme. Il est trop touchy, il est sensible. On ne sait pas c'est quoi taxi aérien. Comme j'ai dit, est-ce que c'est pour que ce soit un mode de transport pour des gens qui sont fortunés? Est-ce que c'est pour des aînés? C'est quoi ton truc en fait? Est-ce que c'est pour des évacuations sanitaires? Et là, je vous dis, bah ouais, moi je vous parle de taxi aérien comme aide aux aînés. Parce que c'est aussi une réalité. En Corée, c'est leur réalité, par exemple. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un exemple, moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai travaillé sur ça, c'est que je me suis dit, hey, l'acceptabilité sociale que tu mets en lien avec les ODD, par exemple ici au Québec, eh ben, elle est complètement différente si je la lis dans une situation coréenne. Ce que je veux dire par là, pour faire court, ce pourquoi la mobilité aérienne avancée est acceptée en Corée, eh ben, visiblement, elle n'est pas acceptée au Québec, okay, suite à l'étude qui a été menée. Si je compare, c'est ça ma conclusion. Sauf que, on va dire aux Coréens, ben non, mais écoute, non, c'est pour faire de la drone, la livraison par drone de ton, je sais pas, en tout cas de ta marchandise, ben là, il n'y a pas de... En gros, est-ce que il y a pas de pertinence à faire livrer un colis Amazon? Il n'y a pas Amazon en Corée, c'est coupant, mais en tout cas, ça pour dire que, eh ben, là, ici, on ne l'accepterait pas, mais en Corée, en fait, c'est pas existentiel, mais c'est des questions socio-économiques. Parce qu'il n'y a pas forcément les bras, pardon, pour. Et là, j'ai mis l'exemple en lien avec les robots dans la restauration et les maisons de retraite.
les maisons de retraite, c'est les maisons d'aînés. Les CHSLD, non? Oui. Les résidences. Les résidences pour aînés, exactement. Par exemple, dans les résidences pour aînés, il y a des robots. Non, mais c'est vrai, il y a des robots qui se baladent. Et en fait, ils ont plein de fonctions. Ils peuvent servir la nourriture, ils peuvent vous faire la conversation. Enfin bref, il y a plein de choses. Et là, vous allez dire, ouais, bah, ok, mais c'est déshumanisant. Oui, mais il y a une réalité aussi, c'est que ces robots, visiblement, en tout cas, les études montrent que ça semble apporter quelque chose de bénéfique. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une aide qui se fait. Ok. Donc, c'est toujours ça. Dans la restauration aussi, il y a un moment où c'est simple. Il faut comment je pallie au manque à la main-d'œuvre du personnel, en fait. Ok. Et vous allez beaucoup le voir en Asie. Pour aussi des questions d'innovation, hein, disons-le, c'est pas juste une question de pénurie de main-d'œuvre, mais au Québec aussi, je l'ai déjà vu. Et quand j'ai dit, bah, pourquoi vous avez ça? Bah, tu sais, ça fait pas énormément l'affaire, mais ça m'aide parce que bah, voilà, j'ai un personnel à mi-temps. Okay. Donc voilà, c'est des aspects importants et en fait, c'est ça, c'est que moi, j'avais ma question pour vous avant rapidement sur la conclusion, c'était comment l'acceptabilité sociale de la mobilité aérienne avancée se compare-t-elle à celle du Québec? Comment vous comparez les deux? Bon, j'ai déjà un peu répondu là. J'avais juste dit rapidement, c'est que c'est ça, moi, ce qui m'a vraiment frappé, je vous l'ai dit, c'est comment un cas d'utilisation, il peut être rejeté et d'un autre côté accepté. Et en réalité, les deux, ils vont être d'utilité publique, entre guillemets. Okay. Et c'est ma fin. Donc, l'AM est-elle une réponse durable? Oui, si elle est encadrée et intégrée intelligemment dans nos systèmes de transport. Non, si elle est perçue comme un luxe réservé aux grandes villes et non une véritable solution accessible. Bon, on pourra terminer avec cette question, mais je pense ce qui résume le tout et qui peut vraiment faire le lien avec les objectifs de développement durable et l'agenda 2030, c'est la mobilité aérienne avancée est une opportunité pour répondre aux défis de demain, qui sont multiples, mais son acceptabilité sociale et sa réglementation seront déterminants pour son succès. Pour moi, personnellement, le mot de la fin, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, c'est que quand vous avez quelque chose, lisez-le à la lumière d'un contexte. Ne le prenez pas juste de façon isolée. Comme le transport aérien, est-ce qu'il est durable? Lisez-le à la lumière d'un contexte. Et donc, je voulais finir avec, seriez-vous prêt à prendre un eVTOL demain si c'était possible? Concrètement, on dit, tu montes dedans là. Est-ce que tu le prends ou pas? Moi, j'attendrais que ça soit un peu normalisé. Et vous? C'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Et vous êtes On joueur? vit juste une fois. Oh oui. Et vous? Est-ce qu'il y a un conducteur? Ah ah. Là, on commence avec, après 100. L'idée, c'est d'aller vers 100. Ouais. Alors? Ben, si, un conducteur, oui, mais si on n'a pas, je ne sais pas. Ok, ouais. Ça fait. Je vous ai posé la question parce qu'il y a plein de gens qui disent je vais attendre, peut-être, je sais pas. Même moi, je me dis je vais peut-être attendre. Et puis, il y a d'autres questions qui sont dans l'acceptabilité sociale qui sont ressorties. C'est qu'un eVTOL avec 4 places et un conducteur. Ok? Donc, vous avez 5, pardon, 4 places. Admettons que vous êtes une femme seule là-dedans. Vous le prenez ou pas? Ça aussi, c'est des choses qui sont ressorties dans l'étude. C'est des questions, des vraies questions. Vous le prenez ou vous le prenez pas? Okay. Et là, c'est plus pour une question de... Je ne sais pas si ton truc, il va bien fonctionner. C'est un peu plus complexe que ça. Ok. Je pense que j'ai terminé. Ben voilà. Ben, merci. 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 Bon, ben, Merci infiniment. Alors, on va passer à la période de questions maintenant. Donc, je vous invite peut-être, Marois, à arrêter le partage. Comme ça, on va voir tout le monde en galerie. Ça va être plus facile pour la période de questions. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Ah, Vous pouvez vous asseoir pas très loin du hibou. Donc là, je vais... merci beaucoup. Donc, je me tourne vers les personnes dans la salle, aussi les personnes qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en levant la main, puis je vous donnerai la parole. Donc, on a peut-être une quinzaine, voire une vingtaine de minutes pour la période de questions. Anna? Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Et moi, je ne travaille pas du tout dans le domaine de l'aérien, donc j'ai trouvé ça quand même assez accessible pour les personnes qui n'ont pas les prérequis.
Moi, j'avais une question sur la durabilité du secteur aérien. On en a parlé tout à l'heure. Et je voulais savoir, justement, juste avant la conclusion, vous parliez du contexte, qu'il faut prendre le contexte en compte, etc. Ben justement, actuellement, le contexte, j'ai l'impression qu'il est plus à tendance de se désengager de la lutte pour le changement climatique, contre le changement climatique, et avec des chefs d'État ou en tout cas des personnes influentes qui sont même à nier potentiellement un changement climatique. Et je voulais savoir si aujourd'hui le secteur aérien, il n'est pas très durable, il pollue quand même beaucoup. Est-ce que, en fait, quelles sont les causes du fait que la recherche avance pas beaucoup sur ça? Est-ce que c'est un manque de financement de la recherche? Est-ce que c'est des lobbies de l'aviation, de l'aérien qui bloquent un peu les recherches? Est-ce que c'est juste qu'on n'a pas encore les moyens scientifiques de le faire? Et est-ce que avec les chefs d'État qu'on a actuellement un peu à travers le monde qui tendent justement à nier le changement climatique, est-ce qu'on peut être optimiste sur une durabilité du secteur aérien ou pas? Ok, merci pour votre question. Marois, si vous le Oui. permettez, je vais aussi aller en ligne. Il y a une main levée, donc on peut peut-être prendre quelques questions. Ah, ok, ok. Ensuite, je vous permets de répondre à La toutes les durabilité. questions là, Ok. en façon plus groupée. Donc, en ligne, j'ai Arnold Ekwa qui veut poser une question. Ok, On bonjour à vous tous. écoute. Oui, on vous entend. Ok, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Ma question est celle-ci par rapport à la conclusion que vous aviez donnée. Quand vous dites oui, en gros, pour si c'est pour le bien de la communauté et non si c'est pour en cas de luxe, quels sont comment on veut dire hum, les mesures que vous allez prendre, qu'on peut prendre pour éviter que ça soit utilisé comme luxe, parce que, étant donné que ce sont des innovations technologiques, je pense que du fait aussi que le coût sera vraiment excessif, ça sera considéré comme moyen euh, de comment, de valoriser sa richesse parmi les personnes les plus riches qui vont assurément, comme la voiture électrique l'a été, utiliser ce moyen comme moyen de luxe. Et quels sont comment je peux dire, les moyens qui seront utilisés pour éviter cela? Parce que sinon, ça ne sera pas durable selon ce que vous avez présenté. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je ne vois pas d'autres mains levées en ligne. Est-ce que dans la salle, il y a une autre question pour notre conférencière du jour? Moi, j'aurais peut-être une question pour vous, Marois. Il y a le concept de développement endogène. Et ce que vous avez évoqué tantôt par rapport à l'acceptabilité sociale nous renvoie à l'idée qu'il faut tenir compte du contexte. Or, le contexte dans lequel on est, malgré le recul du néolibéralisme, puis du droit d'OMC, etc., auquel on assiste là, depuis quelques mois, mais je dirais même depuis quelques années, on ne peut pas faire fi du fait qu'on est dans un paradigme capitaliste qui est mondialisé. Donc, pour rebondir un peu sur la même question, si on se projette, comment on peut imaginer effectivement que ce soit surtout le secteur public qui va être intéressé par de tels développements technoscientifiques? Moi, je pense que le secteur privé risque d'être extrêmement intéressé, puis ça peut être des développements qui sont payants aussi. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre là, justement sur le contexte dans lequel on est, puis comment on pourrait s'assurer que ça soit utilisé à des fins d'utilité publique ou à des fins de développement à tout le moins, ce qui évacue pas nécessairement l'ensemble des acteurs privés, mais qui nous invite justement à réfléchir là, à l'utilité publique de telles innovations. Okay. Merci pour vos questions. Donc, la première sur la durabilité, ensuite la deuxième de Arnold. Et quoi justement, et la vôtre, ils sont assez connectés quand même. Donc, pour revenir sur la durabilité, premièrement, je veux vraiment repréciser, je l'ai dit, si vous googlez, vous verrez que l'industrie aéro, le transport aérien, pas l'industrie aéro, le transport aérien et tout ce que ça comprend, bah, c'est une industrie qui pollue. Mais au même titre que, je vous l'ai dit, les emails que vous envoyez, c'est pareil. Okay, peut-être pas dans les mêmes... Pas dans les... Ah, on peut en discuter. Hein. Pas dans les mêmes échelles, oui, mais au prorata de l'utilisation qu'on en fait, j'aimerais bien savoir. Ok, je ne suis pas du tout spécialisée, j'ai déjà lu un article dessus, donc bah, j'ai un peu les grandes lignes en tête. Oui, pas dans les mêmes échelles, mais ce que je veux dire par là, c'est que
Quelle est l'industrie aujourd'hui qui ne pollue pas? Ça, c'est clair. Maintenant, quand on parle de transport aérien durable, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la science, la technologie. Qu'est-ce que la science et la technologie peuvent nous offrir? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant T, on peut nous offrir? Même si on a cette ambition, ce souhait, est-ce que la technologie, elle en est là? Parce qu'on est dépendant. Là, on parle vraiment de secteurs qui sont dépendants de la technologie. Même, en réalité, le droit aérien et la certification et le cadre réglementaire de la mobilité aérienne avancée, on dépend de ces technologies en réalité. Il y a une grande partie de l'élaboration du droit qui dépend de ces technologies. Le spatial, bah là je fais une parenthèse, mais juste pour reposer les choses, le spatial, donc tout ce qui va concerner les activités extra-atmosphériques, c'est pareil, si vous regardez quand est-ce que la réglementation, quand est-ce qu'on a commencé à élaborer un cadre juridique et vous regardez celui d'aujourd'hui, bah, il a été enrichi. Et il est aussi enrichi grâce à la technologie. Donc, c'est intrinsèquement lié. OK? Donc, qu'est-ce que la technologie peut offrir aujourd'hui? C'est quoi les limites? Donc, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui se trouve là-dedans. Il y a ça. Et je pense que là, c'est un collègue en génie pourrait vraiment compléter ça, là, pour être honnête intellectuellement. Ensuite, il y a la question de la recherche. Vous avez posé la question du financement de la recherche. C'est lié. Si vous ne financez pas la recherche, en tout cas d'un point de vue public, parce que vous savez que dans le privé, il y a les industries, et quelles qu'elles soient d'ailleurs, peu importe le secteur, elles aussi, elles financent la recherche. OK? C'est juste qu'elles ne vont pas en faire la même utilisation. Mais le financement de la recherche, clairement, c'est une question, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas avancer si derrière vous ne financez pas. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire de façon généralisée, mais ça ne date pas d'hier, c'est que la recherche, elle n'est pas, c'est pas là où on va le plus miser et le plus investir. Il y a des pays comme les États-Unis, jusqu'à présent, c'est un pays qui investissait énormément dans la recherche. OK? Aujourd'hui, semble-t-il qu'il aille vers une autre voie. D'accord? Mais donc oui, le financement de la recherche, ça c'est au niveau du public. Le privé, il finance cette recherche. Sur les lobbies, est-ce que dans le transport aérien, il y aurait un lobby qui va à l'encontre, en tout cas, de ce développement? Je ne pense pas qu'il y ait un lobby. Honnêtement, je ne pense pas. Et puis, on va dire les choses, là, la mobilité aérienne avancée, là, le eVTOL, s'il doit avoir un concurrent, c'est l'hélicoptère. C'est pas le gros porteur avec 300 passagers, ça n'a rien à voir, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est lui, en fait, son concurrent. Je sais qu'il se pose des questions et que cette industrie, elle réfléchit justement à transitionner vers le eVTOL aussi. Enfin, à transitionner. En tout cas, à avoir les deux en même temps et puis ensuite peut-être à transitionner. Donc, est-ce qu'il y a un lobby? Je dirais non. Pas sur la mobilité aérienne avancée, mais il y a des questionnements, c'est sûr, sur la transition énergétique du transport aérien classique. Okay? Parce que c'est des coûts. Et la question du coût, elle est importante. Qui va absorber ce coût? C'est l'État? Je pense pas. C'est le consommateur. Jusqu'où il peut aller le consommateur? OK? Donc, il y a ces aspects-là qui, je pense, sont des éléments de votre réponse. Donc oui, il n'y a rien qui ne soit pas durable. Hein. Je veux dire, bien sûr, mettons de côté les énergies fossiles, par définition, elles ne le sont pas, elles ne peuvent pas l'être, mais dans une industrie, on peut la rendre durable. Et c'est ça, et c'est pas juste dans la machine, mais c'est aussi tous les à côté. D'accord? C'est pareil, vous savez, dans les matériaux, c'est quelque chose de très important. Et vos matériaux, bah justement, c'est qu'est-ce qui fait votre carlingue? Est-ce que c'est quelque chose qui va consommer beaucoup plus ou moins? Donc, il y a plein de projets qui sont menés actuellement justement sur la durabilité, même du point de vue des matériaux des aéronefs. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. J'ai fait comme je pouvais, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. La deuxième question, elle est en lien avec la vôtre, mais aussi un peu avec la vôtre aussi. C'est que sur comment, en fait, si je résume, mais corrigez-moi, monsieur Ekwa, c'est comment on s'assure que cette mobilité aérienne avancée, elle ne va pas être dénaturée et qu'elle ne va pas servir à d'autres choses que plutôt d'utilité publique. Comment on va s'assurer que finalement, ce n'est pas la minorité la plus riche qui va finalement en faire une plus grande utilisation. C'était ça, à peu près. Oui, oui, C'était quoi? C'était ça? ça. C'était pas ça? Vous n'entendez pas? Oui, c'est vraiment ça. Bon.
Allô? C'est bon. Oui, Oui, ok. Donc, en réalité, ok, on va répondre là très honnêtement. Vous pouvez pas. Il n'y a rien qui dit demain, la mobilité aérienne avancée, le eVTOL, il est lancé. Moi, je vais interdire à un investisseur ou à quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou beaucoup d'amis qui ont de l'argent, pardon, lui. On ne peut pas lui dire, bah non, en fait, toi, tu ne vas pas lancer ton affaire qui peut-être consiste justement dans le fait que tu vas offrir un service de taxi aérien entre chez toi et l'aéroport ou chez toi et ton chalet à Magog, par exemple. Donc, ça, vous ne pouvez pas. Parce que, justement, on est dans une société où il y a un marché ouvert, ça touche aux questions de comment votre société elle est structurée aussi, ok? Donc concrètement, vous pouvez pas. Maintenant, si quelqu'un veut prendre ce marché, oui, il y a des gens déjà qui réfléchissent, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est ça qui manque, hein. Donc, à prendre ce marché pour finalement qui serve à cette frange de la population, il va le faire. Mais la question, c'est qu'est-ce que l'État peut faire pour, au contraire, renforcer et inciter à ce que ce mode de transport soit justement plus d'utilité publique et que l'utilisation finalement à des fins ludiques, privatives et de luxe soit une minorité. Ok? Bah, je pense que sans être spécialiste là, mais à mon avis, ça passe beaucoup par les incitatifs financiers, tout simplement. Vous avez parlé de la voiture électrique. La voiture électrique, c'est quelque chose qui est quand même, qui reste, je pense, cher, mais on a pu voir, du moins à Montréal et au Québec ces dernières années, plein de voitures électriques, un marché quand même vraiment en effervescence. Aujourd'hui, moins. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des incitatifs qui poussaient le consommateur à se dire, bah, je vais acheter une voiture électrique parce que j'ai des aides, en fait. Aujourd'hui, par exemple, sauf erreur de ma part, il me semble que ces aides, c'est plus le cas. Et là, on voit que l'achat de la voiture électrique, bah, c'est plus tout aussi dynamique. Donc, je pense que ça doit passer par des incitatifs. À la question de comment on fait pour que les marchés privés ne s'en servent pas, ça, on ne peut pas, ou ne s'en accaparent pas, ça, je pense qu'on ne peut pas. C'est les lois du marché, en fait. Vous ne pouvez pas empêcher. En revanche, vous pouvez trouver des incitatifs pour encourager l'utilisation dans le domaine public. C'est peut-être pas la meilleure réponse, mais voilà ce que j'ai à vous offrir. merci, Mawa. Allô? Donc, oui, je pense que ça Oui. répond à la question. Puis effectivement, on ne vit pas dans un ordre globalisé qui est communiste. Donc, on vit dans un système quand même qui reste capitaliste. Donc, je ne pense pas qu'on peut empêcher le secteur privé de s'intéresser tout particulièrement à ces innovations-là sur le plan technologique. Cela dit, je pense que le défi, oui, passe peut-être par les incitatifs fiscaux, mais j'aurais tendance à dire que ça passe aussi par l'encadrement juridique. On a une loi sur le développement durable au fédéral, on a une loi sur le développement durable au Québec. C'est le cas dans beaucoup de régions du monde aussi. Il y a quand même beaucoup d'États qui se sont dotés de lois sur le développement durable. Souvent, elles ont comme champ d'application uniquement le secteur public, mais il n'est pas dit dans le futur aussi que ces lois-là pourraient avoir un champ d'application plus étendu, s'appliquer au secteur privé. Et je pense que l'objectif, c'est à partir du moment où on définit le développement comme un processus qui vise l'amélioration des conditions de vie, je pense que c'est plus ça l'enjeu en termes de développement durable, c'est s'assurer justement que de telles innovations vont être utilisées à des fins de développement durable, ce qui reste un enjeu quand même politique qui peut être appréhendé. Sinon, je me tourne vers les gens sur Zoom. J'ai vu qu'il y avait une main levée, celle du professeur Cléo Machini. Et il y a également dans le chat, donc il y a mon collègue Blaise Pascal qui m'a envoyé un lien vers le chat. Donc, je vais essayer de le récupérer ici. Il y a quelques collègues qui ont posé des questions. Il y a beaucoup de collègues aussi sur le chat qui vous ont remercié et félicité pour la conférence. Donc, mais en ce qui concerne les questions, notamment, le professeur Kabengue voulait savoir quel serait le régime de responsabilité pour le transport par drone et quel impact sur l'environnement. Il y a aussi une autre personne qui a formulé un commentaire à mi-parcours durant votre présentation et qui, se faisant poser une question sur les enjeux, je dirais peut-être technologiques en cas de bris d'équipement. Donc, au niveau dans la mesure où ces innovations-là serviraient à rejoindre
des régions éloignées. Qu'en est-il justement de possibles difficultés là, à cet égard-là? J'essaie de voir s'il y a pas une autre question. Je pense que ça couvre pas mal les questions qui ont été posées. Bien. Donc, je me tourne vers le professeur Machini pour qu'il pose sa question, puis ensuite, je vous redonne la parole. Ouais. Professeur Machini? Oui, je suis là. Merci, professeur Roch, pour la parole que vous m'accordez. J'aimerais aussi à mon tour féliciter l'oratrice pour cette belle présentation. J'ai beaucoup appris. Et j'avais deux petites questions. La première, le modérateur a donné une partie de la réponse lorsqu'il a pris la parole. J'aimerais savoir, en lien notamment avec les ODD 8 et 9, quels seraient les défis technologiques et réglementaires à surmonter pour assurer le développement et le déploiement à grande échelle de la mobilité aérienne avancée. Ça, c'est la première question que j'avais. Et lors de votre présentation, je vous ai rejoint un peu en retard, je m'en excuse, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une certaine harmonisation des réglementations de la mobilité aérienne avancée à l'échelle internationale ou régionale? Voilà, merci. Ce sont les deux petites questions que j'avais. Merci beaucoup. Merci, professeur Machini. Donc, Merci. premièrement, le lien avec les ODD 8 et 9. 8, travail décent et croissance économique. 9, industrie, innovation et infrastructure. OK? Donc, Oui. voilà. Juste pour rappel, la mobilité aérienne avancée, en réalité, moi, j'ai sélectionné certains ODD, mais sincèrement, à part certains où ce serait plus compliqué de faire le lien, je pense à vie aquatique et vie terrestre, mais on peut toujours faire le lien, c'est vraiment transverse. Okay, j'aurais pu utiliser d'autres ODD. Je n'avais pas la journée pour faire la présentation, malheureusement, mais j'aurais pu le faire. Okay. Maintenant, avec le 8, qui est travail décent et croissance économique, j'irai plus sur la croissance économique. Je vous ai parlé, j'ai pris l'exemple de la Corée du Sud. Okay. Et la Corée du Sud, j'ai pris l'exemple du fait qu'il y avait un vieillissement de la population importante et une pénurie de main-d'œuvre très, très importante en Corée. OK. Si vous avez une pénurie de main-d'œuvre, si vos emplois ne sont pas, en tout cas, vous n'arrivez pas à embaucher, ça a nécessairement une répercussion sur votre croissance économique. OK. Si vous y pensez dans un grand tout. Voilà pour, en tout cas, un des éléments de réponse pour le 8. Ensuite, le 9, industrie, innovation, infrastructure. Les infrastructures, en fait, juste la technologie en elle-même, que ce soit le eVTOL, que ce soit le drone, ce sont des technologies qui sont, en tout cas, censées être durables. Donc, c'est pas des machines, mais moi j'appelle ça des machines, mais en tout cas, ces aéronefs, voilà, pour être très précise, sont par définition durables. Donc, et ce sont le fruit de l'innovation. La mobilité aérienne avancée, c'est le fruit de l'innovation. Les aéronefs, même traditionnels, sont le fruit de l'innovation. Donc, on rejoint l'ODD 9. Ça, c'était la première question. Il y en a eu une deuxième. C'était la seule. Je pense qu'il y avait une deuxième, mais je ne suis pas trop sûre. Je viens de réouvrir votre micro, professeur Machini. Peut-être juste répéter votre deuxième question à notre conférencière. Oui, le deuxième aspect était lié aux défis réglementaires à surmonter pour le développement et le déploiement à grande échelle de la mobilité aérienne avancée. Et juste savoir aussi si au niveau international ou régional, il y a une certaine harmonisation des réglementations. Merci beaucoup pour cette question. Elle est hyper intéressante, comme toutes. Mais voilà, c'est ça, c'est que comme j'ai dit, actuellement, c'est vraiment un défi réglementaire. Je disais qu'il y a à date, et sauf erreur de ma part, hein, toujours sous réserve, on ne peut pas dire, en tout cas moi je ne m'avancerai pas à dire, ah bah il y a un cadre défini, achevé, qui soit clé en main et qu'on peut utiliser. Moi, je ne me risquerai pas à le dire. Okay, parce que voilà, justement, c'est en élaboration. Maintenant, on pense la mobilité aérienne d'un point de vue local, régional, national. International, c'est beaucoup plus complexe pour un tas de choses. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des normes harmonisées au niveau international? Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas. Il y a différents pays qui travaillent sur la réglementation. J'ai cité des pays d'Asie, j'ai cité Dubaï, qui n'est pas un pays. Hein. J'ai cité Transport Canada, donc avec le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, voilà. Cependant, d'un point de vue international, comme j'ai dit, on n'est pas
on n'y est pas parce que c'est pas je pense que c'est pas l'objet actuellement. Mais, avec un grand mais, il y a quand même des travaux qui se font à l'OACI, hein, donc l'OACI, c'est l'Organisation internationale relative au transport aérien, civil et commercial, qui est ici à Montréal, dont le siège est à Montréal, pardon. Et il y a un groupe qui travaille uniquement sur les questions de mobilité aérienne avancée. Et justement, donc, en fait, l'un de leurs jobs, si je peux me permettre le terme, c'est justement de penser d'un point de vue harmonisation. Mais pour harmoniser, il faut déjà qu'on ait des choses d'un point de vue national et pour qu'on puisse réfléchir à une harmonisation. Mais eux, ils travaillent. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cadre harmonisé au niveau international? Non. Mais parce que la mobilité aérienne avancée, elle n'a pas pour le moment cette vocation-là non plus. Donc, mais l'OACI travaille. Et d'ailleurs, ils ont tenu leur premier symposium, le First Advanced Air Mobility Symposium à Montréal en septembre 2024. Et c'était un grand succès. Donc, voilà. Marois, je me permets juste de rebondir sur une question que le professeur Kabengui avait posée concernant le régime de responsabilité. Ouais. Et après, ce sera le moment de la conclusion. Donc, OK, vous finissez la présentation avec une question hyper dure, hyper difficile. Le régime de responsabilité, c'est en fait, il faudrait 2 heures juste pour répondre à cette question parce que justement, c'est ce que je disais. Ça, c'est vraiment pendant la rencontre, la présentation, pardon, je l'ai rapidement évoqué. Mais justement, est-ce qu'il y a un régime de responsabilité aujourd'hui? Non, pas tout à fait. En tout cas, non. Clairement pas défini. Et c'est un cadre auquel on doit réfléchir parce que vous allez. Et puis, le régime de responsabilité, il est aussi. Si vous pensez au régime de responsabilité, il va falloir aussi penser derrière au cadre, par exemple, des assurances. OK? Tout ça, c'est lié. Et aujourd'hui, justement, il y a pas de. En tout cas, c'est en cours de réflexion. Mais il n'y a pas un régime déterminé aujourd'hui, juste sur cette application technologique. Merci beaucoup. Blaise Pascal, vous avez. Bon, je vous permets de poser une question, bien évidemment. Puis après, Marois, je vous redonne la parole, non seulement pour répondre, mais aussi pour le mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François François. J'ai une question par rapport à ce que vous avez parlé du Québec. Oui. J'aimerais bien aussi, on a vraiment beaucoup appris. Je vous félicite d'abord pour votre brillante présentation. J'aimerais aussi apprendre sur d'autres parties du Canada. Parce que là, vous avez parlé de la mobilité aérienne avancée ici au Québec. J'aimerais savoir, est-ce que dans d'autres parties, d'autres provinces du Canada, est-ce que cette question se pose de la même manière que le Québec, ou soit c'est le Québec qui est plus avancé? Mon autre question, c'est par rapport toujours au lien avec les ODD. Je ne sais pas si on était vraiment en osmose avec le professeur qui a les 2 questions que j'avais posées, mais j'avais quand même une en plus, l'ODD 11, parce que vous en avez parlé vraiment au début. Oui, le lien, j'aimerais bien comprendre le lien entre l'ODD 11 sur les villes durables et la mobilité aérienne avancée, notamment sur le cas de Vuitton. J'aimerais vraiment en savoir plus dessus. Merci. Okay, donc, je vais répondre par cette question et ensuite l'autre qui va me permettre de conclure. Sur l'ODD 11, donc c'est les villes durables. Oui, je préfère toujours les avoir avec moi là, pour ne pas me tromper, mais villes et communautés durables. C'est quoi le lien? C'est simple. Quand on pense à l'ODD 11, moi quand je le vois, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on dit. Souvent, c'est le terme anglais qu'on va utiliser, mais les smart cities, les villes intelligentes. À l'UQAM, ici, vous savez, il y a vraiment on a une expertise sur les villes intelligentes. OK? Il me semble que c'est une expertise qu'on retrouve du côté de l'ESG, sauf erreur de ma part. Et en fait, c'est vraiment faire le lien entre les villes durables, parce qu'une ville intelligente, ça va être une ville connectée, ça va être une ville où on pollue moins, ça va être une ville où on va moins consommer. On va repenser nos modes, notre façon de se déplacer, notre façon de consommer. Et là, c'est ça quand on parle de ville intelligente. Hein, et la mobilité aérienne avancée, elle vient s'incorporer dans... C'est pour ça que j'avais commencé avec le service urbain. Okay. Et c'est là où, pour moi en tout cas, ma lecture de l'ODD 11 avec la mobilité aérienne avancée, c'est la mobilité aérienne avancée, le eVTOL ou le drone vient s'intégrer aux villes intelligentes qui sont appelées à être plus résilientes, donc plus et plus responsables en matière de durabilité. Moi, c'est comme ça que je faisais le lien. Peut-être que vous pouvez le lire différemment et on pourra en parler davantage après. Est-ce que vous me permettez de passer à l'autre question? Merci. Donc, en fait, voilà, merci beaucoup pour la question et je vais l'utiliser pour conclure. Vous m'avez posé la question, c'est vraiment une belle question. Du fait de, est-ce qu'au Québec, ok, très bien, tu nous as parlé du Québec et le reste.
effectivement, le Canada ne se limite pas au Québec, mais quand bien même le Québec a une place extrêmement importante. En fait, c'est ça, c'est que juste pour des éléments de réponse, vous savez que l'aérospatiale, donc l'aéronautique spatiale, mais surtout l'aéronautique, c'est une place qui a une place extrêmement importante au Québec. C'est l'une des premières économies du Québec. Et le Québec, et Montréal spécifiquement, fait partie des 3 villes au monde, donc c'est Toulouse, Seattle et Montréal, qui sont les villes les plus importantes quand il s'agit de l'aéro. Donc en termes de recherche et développement, même pas que d'un point de vue juridique, parce qu'il y a McGill, l'Institut de droit aérien spatial à McGill, même pas que ça. Je parle d'un point de vue de la technologie, le dur, la recherche. Il y a beaucoup de choses qui se font ici. Donc le Québec, c'est quand même à une place de choix. Est-ce qu'il se fait d'autres choses en aéro, en mobilité aérienne, en aéro, puis en mobilité aérienne avancée, en dehors du Québec, bien sûr, en Ontario et même sur la côte ouest. Mais concrètement, c'est ici que ça se passe. C'est ici, et pour vous donner des exemples, je vous ai parlé du CRIA, qui est le consortium en mobilité, le consortium en aéro. Il y a aussi des choses qui se font au niveau fédéral, mais vraiment, le Québec c'est la province la plus dynamique en la matière. Et c'est d'ailleurs un collègue, c'est Philippe Morio de l'OACI qui me disait ça, mais en gros, et que j'avais cité, mais Montréal, c'est la seule ville où on peut construire un avion de bout en bout. Il y en a très peu là, il n'y en a presque pas des villes comme ça. Et la mobilité aérienne avancée, c'est pareil. Il y a plein de projets actuellement qui sont en cours. Donc je pense que le Québec c'est pas je pense, c'est l'expertise du Québec. C'est l'une des plus grandes expertises. C'est d'ailleurs une des expertises par lesquelles le Québec rayonne à l'international. Et ça, on n'a rien. Non, enfin, je veux dire, il y a pas de. Je pense qu'il y a plein d'autres pays, de provinces qui aimeraient avoir ce statut, mais c'est propre au Québec. C'est ce qui se fait ici. C'est du Made in Québec. Et donc, même quand on réfléchit à cette question d'un point de vue géopolitique actuellement, il faut mettre de l'eau dans son vin des fois. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre conférence. Donc, pour rappel, la conférence qui a été enregistrée aujourd'hui va être déposée sur le site de l'Observatoire d'ici peut-être une semaine ou deux. Et vous allez également trouver le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui qui va être déposé dans les prochains jours. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment de votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et pour ceux et celles qui sont en présence, c'est le moment du verre de l'amitié. Donc, au revoir à tout le monde et à très bientôt. Merci. C'était